Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermela en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermela et où je montre des extraits tout frais quand j'ai réussi à finir le montage. Il y avait une époque où les donateurs pouvaient me demander de parler d'un film dans une vidéo dédiée. J'ai dû arrêter cette contrepartie car je n'ai toujours pas pris le temps de m'en occuper et la liste devenait longue. Cela va changer bientôt car sur ma chaîne Twitch, où je fais déjà du jeu vidéo, notamment un marathon Kingdom Hearts le mercredi à 21h, je vais bientôt commencer le samedi à la même heure une nouvelle émission live, le Vidéo Club virtuel de Michael J, où je parlerai avec des amis de films dans la bonne humeur. On parlera des films que les donateurs ont trop attendu de me voir critiquer. Et une fois cette liste assez écoulée, la contrepartie reviendra. Donc suivez mon Twitch, mes réseaux et mon Patreon pour savoir quand vous pourrez proposer un film à critiquer pour le Vidéo Club virtuel. Mais avant que ce Fermela spécial 10 ans ne commence, sponsor! Pour de vrai cette fois. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur cette vidéo et j'ai faim, j'ai même pas le temps de me faire un repas quoi. Bon allez, je vais me commander un bon Non! Hein? Ne ruine pas ta santé avec du fast-food. J'allais me commander un italien là en fait. Fais le compromis entre ton travail, la faim et la bonne santé avec YFood. Barre chocolatée? T'es sérieux? Oui, YFood est la solution alimentaire la plus saine pour se nourrir malgré des journées très chargées. Avec nos boissons au goût chocolat, vanille, café glacé, noix de coco, banane et caramel salé, garantis sans sucre ajouté, lactose ou gluten. Vous avez l'équivalent d'un repas complet et équilibré contenant 26 vitamines et minéraux et nos barres au goût de noix de coco et chocolat blanc, noisettes, caramel salé, noix salée et brownie avec noix grillées sont parfaits pour un encas ou une petite faim. Ouais, enfin, ça c'est ce que les mecs qui t'ont payé t'ont dit de dire. Hein. Perso, je préfère une source beaucoup plus sûre pour savoir à quel point c'est sain. Ah ouais, genre le Nutri-Score. Oui, par exemple, oui. Tous nos produits sont notés A en Nutri-Score. Ah ouais? Non mais ça comprend pas le papier. Vous retrouverez le bon goût du bon lait parfumé ou d'une bonne barre chocolatée sans les inconvénients. Ce qui est idéal pour quelqu'un comme FJ qui passe beaucoup de temps sur l'ordi pour le montage de ses vidéos. Faut pas oublier les autres besoins du corps non plus, 5 fruits et légumes par jour, tout ça, mais ça aide beaucoup. Allez sur le lien dans la description pour tester avec nos packs découvertes, frais d'expédition offertes à partir de 30€ et profiter du code promo pour 10% de réduction sur tout le site. Merci à YFood pour la sponsorisation et bonne vidéo à tous. Alerte spoiler! Un imagonaute, un explorateur de l'imaginaire, un univers parallèle où tout ce qui est fiction est réel. Il voyage à bord d'un TARDIS avec son compagnon Willy, un toon mal dessiné pour combattre les mauvais films et les forces du mal. Ces aventures ont été transmises aux gens de notre univers dans une émission YouTube qui a duré 2 saisons et avait un grand besoin de budget, de meilleurs micros et d'arrêter d'improviser facecam. Il combat des producteurs moins humains que des Terminators et l'incarnation du néant créatif. La dernière fois qu'il a donné signe de vie était durant la guerre de la galaxie du Gant Rouge où il a détruit la galaxie d'Ouvebol avant que sa médiocrité ne ravage l'imaginaire. Et après ça, il a fait quelques caméos dans cette émission. C'est un épisode des 10 ans, alors estimez-vous heureux que les autoréférences s'arrêtent à ça. Mais enfin, pourrait-on savoir quel enjeu ultra important amène à l'air spoiler au bureau des polémiques débiles? Est-ce que je peux crécher chez toi quelque temps? Ok... Mais bien sûr mon pote, t'es toujours la bienvenue, mais où est-ce que t'étais passé? Je veux dire, t'as pas donné de nouvelles depuis genre quoi, 3 ans? Ouais, j'ai été pas mal occupé ces temps-ci. La guerre de la constellation japonaise, la libération de Takumi, Vandelcage qui a créé l'organisation des Gatekeepers, Dead Fox qui a lancé son attaque sur la constellation de Warner, et maintenant j'ai des chasseurs de primes au cul. Des chasseurs de primes? Yep. Des chasseurs de primes qui arrivent à courser le TARDIS. Ouais, ils sont plus vénères que d'habitude, je sais pas pourquoi. C'est Dead Fox qui les a envoyés? Je vois pas qui d'autre, hein, franchement. Hein. Putain, chier. Bah au moins toi et Willy vous tenez le coup, pas vrai? Oui, on tient le coup. Je vois que t'as laissé pousser les cheveux.
Ouais, je sais que les cheveux longs, j'aime bien. Copieur. Copieur toi-même, je te signale que j'avais les cheveux longs avant que t'aies un bureau, toi. Ouais, mais bon, ça va pas s'arranger avec ceux qui nous confondent, hein. Nous confondre de quoi? T'es plus connu que moi maintenant. Ouais, bah t'as qu'à donner plus souvent des nouvelles, hein, histoire que les gens t'oublient pas. Facile à dire, avec toutes les merdes que je dois me taper là maintenant, j'ai pas trop le temps de transmettre, hein. Eh, moi j'y arrive bien, et pourtant les emmerdes, je m'en tape aussi, hein. Oh quoi? Quelques scrolls de merde. Tu sais à quel point ils sont tenaces, ceux-là, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très chronophages, j'avoue. Pour te dire, je voulais faire un épisode sur Doctor Who pour les 60 ans, là, mais avec toutes les merdes qu'ils m'ont envoyées, voilà, quoi. Ah, toi aussi tu vas faire un épisode sur Doctor Who? Toi aussi? Ouais, le mien ce sera sur les films. Canon et pas canon. Mes condoléances. Et du coup, pourquoi tu la fais pas maintenant ta vidéo sur Doctor Who? D'après toi, pourquoi t'es là? Oh. Ceux qui me suivent le savent, Doctor Who est ma série préférée. Je l'ai découvert un peu tard durant la 4ème saison de la série de 2005, quand France 4 a diffusé l'épisode spécial Noël sur le Titanic. Pour l'anecdote, moi et mes parents nous hésitions quoi voir ce soir de Noël. Moi je proposais la diffusion des premiers épisodes de Clone Wars sur Énergie 12, et ma mère voulait voir ce truc bizarre avec Kylie Minogue. J'adore ma mère, elle a bon goût en série. Et j'ai vite accroché au style délirant, la créativité presque sans limite de son univers et de ses concepts, l'humour, le kitsch assumé et les acteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, Doctor Who raconte l'histoire d'un alien qui se fait appeler le Docteur qui voyage à travers le temps et l'espace, à bord d'un vaisseau à l'apparence d'une cabine téléphonique plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui combat l'injustice pour rendre l'univers meilleur à son échelle, souvent avec l'aide de compagnons en couleur. Et avec une base aussi simple, la série se permet de faire absolument tout. La série peut se passer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui et n'importe pourquoi. Cette série me fascine tellement, elle me procure tellement de joie et d'inspiration, qui m'a poussé à créer le personnage d'Alert Spoiler ici présent. Attends quoi? Ah oui, pardon. Oh, t'es une vraie personne, tu n'es pas du tout un personnage que j'ai écrit. Non mais mec, je sais parfaitement que je suis un personnage fictif. Je vis dans l'imaginaire, je te rappelle. Oh. Bah pourquoi tu t'étonnes alors? Bah parce que c'est pas toi qui m'as écrit en fait. Bien sûr que oui. Ah non 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 non, je t'assure, mon créateur à moi c'est le même que le tien en fait. Ouais, non, tu devrais peut-être pas... What the fuck? Il est pas au courant? Oh tu sais, ce mec est tellement mon avatar que des fois même moi je sais pas s'il est fictif ou pas. Qu'est-ce que la réalité? Ouais, neuralise-le, ouais. Oh, sérieux? Attends, tu vois bien qu'il est pas prêt là. Qu'est-ce que je suis? Ok. Oui, cette série me fascine tellement et me procure tellement de joie et d'inspiration qu'elle m'a poussé à créer le personnage d'Alert Spoiler ici présent. Ouais, tu m'as totalement créé, merci Dieu. C'est une série qui a fêté ses 60 ans l'année dernière, ce qui en fait la série de science-fiction la plus vieille encore en activité. Sa longévité est aussi due au concept de la régénération qui permet au réalisateur de changer l'acteur principal quand il termine son contrat ou devient trop vieux pour continuer. Un peu comme James Bond, mais avec une justification scénaristique. Nous sommes actuellement au 14e Docteur, Ncuti Gatwa. Enfin, 15e, car le 14e est officiellement David Tennant, qui est aussi le 10e Docteur. C'était compliqué, c'est pour l'anniversaire, bref. La série, depuis ses débuts en 1963, a connu des hauts et des bas. La première série avait des périodes qui avaient du mal à trouver son souffle, puis a dû s'arrêter à cause des complications de tournage après plus de 20 ans. La série a fait une longue pause, est revenue en 2005 et continue encore de nos jours. Là actuellement, je pense que nous sommes dans une grosse remontée de qualité avec le retour de Russell T. Davies en commande et Ncuti Gatwa qui fait preuve de beaucoup d'énergie et de talent pour sa version du Docteur. Mais c'est aussi parce que, avant ça, nous étions très bas, avec la période de Jodie Whittaker, la 13e Docteur. Période qui a ses fans, mais qui fut très sévèrement critiquée par ceux de longue date. Et je l'admets, j'ai trouvé cette période tellement nulle qu'elle m'a fait décrocher de la série. Ah carrément? Ouais non, c'était dur, tant c'était inintéressant. C'est quand même pas parce que le Docteur est devenu une femme dans cette période. Oh, absolument pas. Par contre, tu fais bien de le préciser. J'allais expliquer en détail en quoi cette période est problématique, mais c'est vrai que je devrais parler de ça avant. Le bruit assourdissant des polémiques. Je l'avais promis dans le précédent Fermé-là et je le reconfirme ici, je vais démontrer en quoi cette période de Doctor Who est nulle, sans aller dans les discours habituels des anti-woke débiles, à savoir « Oh c'est nul parce que le Docteur est devenu une femme, représentation forcée !» L'arrivée de Jodie Whittaker avait fait polémique quand elle fut annoncée dans le rôle du 13e Docteur, pour la raison débile évoquée, car elle est la première femme à jouer le rôle emblématique. C'est quel niveau de transphobie quand tu peux accepter qu'un alien à 2 cœurs qui a plus de 1000 ans est capable de changer d'âge, de taille, de poids, de couleur de cheveux, de personnalité et même d'accent, mais que même là tu n'acceptes pas qu'il puisse changer de genre?
Surtout que c'était confirmé depuis un moment que les Seigneurs du Temps étaient capables de changer de genre. Le maître, la némésis du Docteur, était devenue une femme quelques saisons plus tôt, Missy, et les gens ont kiffé son actrice Michelle Gomez dans le rôle. Donc ouais, pourquoi pas prendre une femme dans le rôle du Docteur? Surtout que Jodie Whittaker est une excellente actrice qui a fait ses preuves dans une autre série avec un certain Docteur. J'avais mes réserves quand ça a été annoncé, mais plus dans une crainte de ils allaient faire des trucs sexistes avec ce changement, genre insister encore plus sur le fait que le Docteur ne sait pas conduire le TARDIS. Ce qui n'est pas arrivé finalement, Dieu merci. Mais j'avais des inquiétudes niveau cohérence aussi, car je me disais que le Docteur gardait tout de même une idée fixe de son identité. Mais les dernières saisons de Capaldi ont su préparer le terrain. L'avenir appartient aux femmes, c'est ça. Nous ne pouvons que l'espérer. Est-ce que c'était un choix des producteurs pour paraître woke? Probablement, mais ça rend pas la série woke pour autant. Et c'est pas pour autant que les artistes engagés ne peuvent pas en faire quand même un bon truc. Je veux même dire, le féminisme n'était pas lourd du tout dans cette période. Limite le contraire. Ironiquement, j'ai vu plus d'insistance là-dessus dans d'autres séries. Fan de Doctor Who, Joannet? Depuis que c'est devenu une fille, c'est top. #féminisme. N'a dit absolument personne, mais je suis sûr que les producteurs espéraient que des gens le disent. D'ailleurs, il devient quoi le créateur de cette série-là? Oups. La période de Jodie Whittaker a d'énormes problèmes, mais aucun n'est lié directement à Jodie Whittaker, ni son genre, et encore moins au wokisme. Je veux dire, oh, Doctor Who est devenu woke? On est bien, hein. Et je me dois de le préciser parce que, disons-le, il y a des chances que la plupart d'entre vous sont juste des fans de Doctor Who qui n'ont jamais vu mon émission. Et donc, vous craignez probablement que j'aille dans ces arguments de merde là. Et je vous comprends, car les critiques des anti-woke qui se plaignent que les licences populaires laissent une place pour plus de diversité, ça pourrit toute discussion sur la vraie qualité de la série, au point qu'on ne veut même plus débattre là-dessus. On peut plus expliquer les vrais soucis d'un film comme Captain Marvel ou La Petite Sirène, sans que des connards en profitent pour imposer l'idée que le problème est le genre ou la couleur de peau du personnage central, et non d'autres paramètres industriels ou artistiques qui changent réellement la qualité de ces films. Le nouveau Doctor Who est une femme et elles se sont appropriées SOS Fantôme, laissez-nous-en un peu. Oh non, à cause de ça, il ne te reste plus que 36 000 licences avec un héros principal masculin. 36. Mais l'an dernier, j'en avais 37. Même Minecraft le film, on pourrait croire qu'on a matière à critiquer avec un truc moche à chaque plan, mais non, femme noire et tous les crétins parlent que de ça. Ça tue toute réflexion. Dans le cas de Wonder Woman 1984 ou d'Indiana Jones 5, les crétins qui se plaignent d'un soi-disant féminisme forcé m'a tellement pourri le moral que j'ai même plus envie d'entendre la moindre critique sur ces films. Et j'ai juste passé un bon moment devant eux. Alors qu'ils ont sûrement des défauts que je n'avais pas remarqué la première fois, surtout Wonder Woman 1984. Donc toutes ces polémiques de merde autour de Jodie Whittaker, forcément ça a rendu les fans très sur la défensive. Et je comprends totalement ce sentiment. Et puis au final, c'est que le cycle de la régénération. Ça arrive quasiment à chaque changement de docteur à un backlash du genre. C'est juste que les précédents étaient moins sexistes ou racistes. Bien avant Jodie Whittaker et Ncuti Gatwa, Peter Capaldi fit aussi polémique car les fans le trouvaient trop vieux. Bon alors quand je dis fans dans ce contexte-là, je parle surtout des fans de la série actuelle. Les fans de la série d'origine, par contre, eux ils savent très bien que le Docteur a été joué par des acteurs encore plus vieux. William Hartnell avait pratiquement le même âge que Peter Capaldi quand ils ont tous les deux commencé à jouer le Docteur. Et même encore plus drôle, il avait déjà joué dans Doctor Who, l'épisode à Pompéi avec David Tennant, et même Torchwood, le spin-off qui se passe dans la même continuité. Mais malgré ça, les gens l'ont accepté et il est devenu assez populaire avec le temps. Et même avant ça, Matt Smith n'était pas très bien accueilli car les gens le trouvaient trop jeune, trop moche et... bah tout simplement il n'était pas David Tennant. David Tennant que j'adore, bien sûr. Mais disons-le, c'est un peu le Draco feu de la licence, hein. On le met partout, on le valorise beaucoup, surtout quand on est désespéré. Et les autres docteurs, ils vont se faire foutre. Tennant d'ailleurs a lui aussi fait un peu polémique. On l'a un peu oublié, mais avant que sa tronche sur un tas de goodies ne l'instaure comme le docteur le plus populaire, pas mal jugé qu'il était trop jeune et sexy pour un personnage que les fans préfèrent vieux et excentrique. Et le fait que Christopher Eccleston, son prédécesseur, était parti de la série dès la diffusion de son premier épisode, ça a rendu les fans très méfiants de la stabilité de cette nouvelle série. Et ouais, même Eccleston avait fait polémique à ses débuts, aussi jugé trop jeune, mais surtout son costume était pas assez foufou, trop Matrix à leur goût, et même son accent du Nord était mal vu. Si vous êtes un extraterrestre, pourquoi avez-vous l'accent du Nord? Toutes les planètes ont un or. Mais voilà, c'est le cycle de la régénération. D'abord on déteste le nouveau docteur, et on dit que personne ne peut remplacer l'ancien, puis on regarde quand même, puis on l'adore, et quand il se fait remplacer, on déteste le prochain en disant que personne ne peut remplacer celui-là. Donc normal que Jodie Whittaker ait aussi eu un accueil houleux. C'est juste que ça aurait été bien que ça soit moins houleux, et pour de vraies raisons. Comme je disais dans un vieil épisode de Fermez-la, les faux fans se plaignent que le docteur est devenu une femme. Les vrais fans, eux, se plaignent qu'elle est toujours pas rousse. Je suis roux. Non, vous êtes plutôt brun. Ah, j'aurais voulu être roux, je n'ai jamais été roux. Ah, et mes cheveux ne sont toujours pas roux. Et j'ai des problèmes avec cette docteur, hein, je suis pas là pour défendre sa période, mais de tous les problèmes que j'ai avec elle, l'actrice n'en fait pas partie.
L'actrice a clairement l'énergie et charisme pour jouer le Docteur et son costume est classe. Non, le problème que j'ai avec cette version vient de l'écriture et de la direction de Cliff Chibnall. C'est pour ça que je suis quand même content que la version Whittaker ait su trouver son public malgré la faible qualité de ses épisodes, car en fin de compte, même elle mérite mieux. Elle est la plus grande si ce n'est la seule qualité de cette période. Elle est tellement bien qu'elle aurait mérité de meilleurs épisodes. Je veux dire, mettez-la dans un épisode du style de l'église de Ruby Road ou de Jamais Seul, je suis sûr qu'elle ferait un super truc. Avant elle, le Docteur le moins populaire était Paul Malgan, ou Colin Baker, mais des fans l'ont réhabilité pour le côté dark de ses épisodes. Autant dark que tu pouvais l'être avec un costume pareil. Malgan n'avait eu droit qu'à un téléfilm à son époque, très américanisé et dont l'échec commercial avait fait du mal à la licence. Et pire, des révélations sur le fait qu'il est à moitié humain, ce qui ne plaisait pas du tout aux fans. Mais il a quand même trouvé son public au fil du temps, notamment grâce aux audiodramas où il a pu jouer le Docteur plus longtemps qu'à l'écran. Et bien que le succès reste de niche, les fans ont fini par être conquis par son Docteur et sont toujours contents de le voir apparaître dans un épisode spécial ou quoi. Du coup, j'espère que Jodie Whittaker aura la même chance, que malgré la nullité des épisodes dans lesquels elle a joué, elle pourra montrer le potentiel de sa version du Docteur dans d'autres formats, genre des audiobooks ou des épisodes réunion. Quant à Ncuti Gatwa, comme je l'ai dit, il est déjà excellent. Le Docteur n'a jamais été joué par un mauvais acteur et cette règle n'a toujours pas été mise à mal. Mon problème, c'était pas non plus que c'est différent. La raison pour laquelle la série a pu survivre 60 ans, c'est parce qu'elle savait quand c'était nécessaire de changer et d'apporter de la diversité de ton, style et concept pour toujours laisser la porte ouverte à de nouveaux fans. Chaque Docteur propose un style différent. Christopher Eccleston était orienté action et satire, David Tennant était orienté épique et social, Matt Smith était orienté conte de fées et embrouille temporelle, Peter Capaldi était orienté sur l'absurdité de l'univers et une confrontation entre le cynisme et l'optimisme, etc. Je vais même dire, quand on a annoncé que Russell T Davies allait revenir diriger la série après avoir géré le renouvellement de la série avec les périodes d'Eccleston et Tennant, j'étais pas sûr d'aimer la nouvelle. Une saison et quelques épisodes d'anniversaire plus tard, je fus rassuré de voir qu'il a su se réinventer et s'y trouver un style avec une positivité extrême qui fait contraste avec une période Tennant très dramatique et même cruelle par moments. Cliff Chibnall a fait de la merde, mais c'est pas pour autant que je voulais un rétro-pédalage parce que c'était mieux de mon temps. Le problème avec la version de Jodie Whittaker, c'est que je suis pas complètement sûr de ce qu'elle essaye d'être. Une série trop engagée politiquement ? Encore ces discussions de merde autour de la politique. Ouais, enfin, pas toutes les discussions politiques sont mal, hein. Non mais tous ces gens qui se gâchent le plaisir d'une série juste parce qu'un personnage est joué par une femme ou par un mec noir gay, ça me saoule. Ah non, oui, les critiques à base de « Oh, la série est devenue nulle parce qu'elle est devenue politique », oui, ça, non, ça c'est de la merde. Moi, je parle du reste, en fait. Quel reste ? Ben, Doctor Who a toujours été politique, en fait. Possible, j'ai pas trop cherché, hein. Alors, laisse-moi t'expliquer, parce qu'en gros, si la période de Jodie Whittaker est trop woke pour ces gens, ils vont exploser en regardant la première saison. Oh là là, il suggère une relation lesbienne entre le Docteur et Yaz. Il force trop la propagande LGBT. Dans la première saison, Jack Harkness existe et se tape tout ce qui est adulte et consentant. Il embrasse le Docteur, bordel de merde. Et il a eu un spin-off où ça baisait presque tous les épisodes. C'est un gars du 51e siècle, il est juste un peu plus accommodant pour ce qui est de danser. Accommodant jusqu'à quel point? Et fais pas genre que t'es pas au courant, Chris. T'as écrit plusieurs épisodes de Torchwood, notamment l'épisode où une entité extraterrestre tue des gens en baisant avec, ce qui amène à une scène lesbienne avec Gwen, ainsi que l'épisode où Jack embrasse Spike. Dans la période du 11e Docteur, deux des personnages les plus populaires étaient une femme lézard qui était mariée à une femme humaine. Et on a tous critiqué unanimement les mamies conservatrices qui ont piqué une crise pour un plan où les deux s'embrassent face caméra, parce que pensez aux enfants. Et maintenant, la série s'auto-félicite pour deux femmes qui ne se prennent même pas la main. Je veux dire, on parle d'une série qui a commencé sous la tutelle de Russell T Davies, un mec qui a créé une série qui s'appelle Queer as Folk. Le mec qui a critiqué le peu de représentation LGBT dans les films Disney, waouh que cette remarque a très bien veillé, putain de merde, et qui est lui-même gay. Russell T Davies qui a fait du futur, selon Doctor Who, un univers où les LGBT sont totalement banalisés, y compris les trans et non-binaires. Mesdames et messieurs, multisexes et résolus ou robots. Même Steven Moffat, quand il a fait la première compagne du Docteur officiellement lesbienne, il refusait qu'on fasse de sa sexualité un événement pour normaliser ça, et lui au moins il ne cachait pas qu'elle était gay. J'ai bien compris que t'avais flashé sur moi, mais désolé, t'es pas mon type. En fait, si tu veux savoir, je regarde plutôt les nanas alors. Ah, ok. Donc j'avais aucune chance depuis le début. Ah, trop cool. Ma chère, j'espère que cela ne vous choquera pas de savoir que j'ai eu quelques expériences avec la gent féminine. Moi aussi.
partie du film. Chibnall, lui, l'a clairement fait à la dernière minute, juste parce qu'il a vu que les fans avaient shippé les deux personnages, et a commencé à l'évoquer très timidement que dans les derniers épisodes spéciaux. Et ce, avec quelques dialogues dans le réveillon de Dalek et le machin chiant avec des pirates et tortues aliens. Comment tu rends ça chiant, sérieux? Et la conclusion dans le dernier épisode spécial, c'est juste... elle mange une glace. Et se sépare parce que... oh bon, on a décidé de faire une docteure asexuelle. Oh wow, il est con ce timing! Et vous voulez que je sois impressionné par ça? Alors je suis désolé, mais je vois pas le rapport avec la politique en fait. Ah bah le besoin de représentation de groupes de personnes qui doivent se battre constamment pour protéger leurs droits et acquis sociaux. Et il y a des gens qui sont contre ça? Oui, t'as pas idée. Putain, j'ai bien fait de rester dans l'imaginaire, moi. Au moins là-bas, les choses sont beaucoup plus simples. Connard fait chier, je le tape, problème réglé. C'est pareil pour les autres critiques sur la politique de la série. Oh là là, ils font un épisode antiraciste où un suprémaciste blanc du futur veut empêcher Rosa Parks de vaincre le racisme en s'asseyant dans un bus. Et t'as un méchant qui est clairement une caricature de Donald Trump qui a fait des conneries. Quelle gauchiasserie évidente! Pendant ce temps, le 5e épisode de la première saison montre que le gouvernement britannique est dirigé par des aliens péteurs et fait une critique très acide de la participation de la Grande-Bretagne à la guerre en Irak, a régulièrement des méchants patrons de corporations qui détruisent le monde parce qu'ils sont cons et ont ce qu'ils méritent à la fin, défonce les téléréalités et émissions pour la ménagère dite débilitante et assume que les Daleks sont des obsédés par la pureté raciale. Et ce n'est que la première saison de la série de 2005. Si Doctor Who est devenu d'extrême gauche dans les dernières saisons, les premières c'est extrême anarcho-communiste, hein. Surtout que, vous avez vu les fameux épisodes anti-racistes et anti-Trump? L'épisode avec Rosa Parks, c'est un raciste du futur qui fait en sorte que le bus soit vide, et donc que la présence de Rosa Parks ne gêne pas. Déjà, de la part de Doctor Who, c'est chiant. Je veux dire, Rosa Parks dans la version Russell T. Davies, elle aurait combattu en mode Black Panther, pas celui-là, ceux-là. Des bus qui se changent en robots, mis en place par un président des États-Unis qui veut exterminer les Noirs avec de la superpollution ou quelque chose. Mais surtout, comment le docteur règle le problème de cet épisode? En demandant à son ami blanc, veuf d'une femme noire d'ailleurs, d'aller dans le bus avec d'autres blancs OSEF pour faire semblant d'être raciste, afin que l'événement qui a rendu Rosa Parks connue arrive. Ouais, ultra anti-raciste cet épisode qui dit que Rosa Parks n'aurait pas pu faire ce qu'elle a accompli sans l'aide de blancs qui font semblant d'être racistes. I fixed it. It's fixed because of me. You're doing great. White Savior. Non et tu veux me faire croire que dans le futur de Doctor Who, où l'humanité a conquis l'espace, a affronté plusieurs aliens maléfiques et tout, ils en sont encore à se plaindre que les noirs soient libres? Ouais, avant ça, comment le docteur gérait le racisme? Mets-toi debout, femelle, en présence d'êtres supérieurs. Oh, il est humain. Oui, je le trouvais vachement raciste pour un extraterrestre. Et je trouvais aussi. Et pareil pour le fameux épisode anti-Trump. On avait déjà vu ça dans la saison 1 avec Dalek, où un gros con riche et égocentrique a failli détruire le monde parce qu'il est con, riche et égocentrique. Chibnall, lui, met juste un riche connard dans une situation d'invasion d'araignées géantes, et le riche connard les tue, et il est montré comme un mal nécessaire qui fait ce que le docteur n'aurait pas pu faire. Genre vraiment? T'as des gens qui trouvent cette période trop woke? Je veux dire, là, ils ont pris la voie renégade dans la mission d'Arachne dans le premier Mass Effect, quoi. Aussi, Russell T. Davies, cette allégorie à Donald Trump, il aurait soit tué, soit fait chuter. Mais là, non, le personnage est limite un comic relief qui, à la fin, s'en sort avec une chance de devenir président un jour. Mais le pire épisode d'un point de vue social est probablement même le plus gros crachat au visage de la série, tout en étant malheureusement un des meilleurs épisodes de la période Whittaker, et Cœur-Blâme. Cet épisode parle d'une entreprise de livraison intergalactique qui exploite ses employés. Amazon quoi. Pourquoi pas? Doctor Who n'a jamais été subtil sur ce qu'il visait à travers ses satires politiques et sociales, hein. Ça fait partie du fun du truc, et j'ai envie de dire, c'est plutôt bienvenu de la part de Doctor Who de vouloir parler de ce sujet-là. Mais putain qu'ils font n'importe quoi avec! Déjà, je comprends pas pourquoi on montre le docteur qui fait avoir des colis Amazon. Elle a pas d'argent, elle a jamais eu besoin de livreur pour avoir un objet. Soit elle se le fabrique, soit le TARDIS le génère, soit elle va le chercher elle-même. Je veux dire, le TARDIS peut se téléporter n'importe où, n'importe quand, hein. Mais bon, le docteur découvre que des colis sont piégés et tue des clients. Après avoir enquêté pour savoir comment ces colis peuvent exploser, elle découvre que c'est un produit explosif qui se déclenche quand on éclate du papier bulle. Je rigole parce que c'est complètement con, mais... en vrai, si ça se faisait pour de vrai, je serais putain de mort, moi. Du papier bulle! Ouah! Pourquoi ils ont besoin de papier bulle dans le futur où ils téléportent leurs colis? Mais là où la série se tire une balle dans le pied de sa tête, c'est quand on découvre que le mec responsable de tout ça,
est un employé exploité qui voulait mettre fin à son exploitation en tuant des clients pour donner une mauvaise réputation à la compagnie. Très mauvais plan. En fait, ce crétin a même fait tuer d'autres employés exploités pour tester son arme. Mais t'es débile, ma parole! Pourquoi tu ne cherches pas à tuer tes patrons? C'est eux les responsables. Et le pire, c'est le docteur elle-même qui fait tout un speech, pas seulement sur le fait que ce con est con, mais aussi un speech anti-révolution. Le système n'est pas le problème en soi, c'est la façon dont les gens l'utilisent et l'exploitent. Le vrai problème, ce sont les gens comme vous. Ferme ta gueule! Le docteur de David Tennant aurait empêché le plan débile de ce crétin, mais il aurait fait chuter la compagnie et laissé ses employés bouffer les patrons, ou au moins casser l'entrepôt des retenants. Il aurait juste donné une leçon à ce petit con pour trouver une meilleure solution que le meurtre aléatoire, une meilleure façon de faire gagner la cause. C'est pratiquement ce qu'il a fait dans un épisode proche de celui-ci, le chant des Hoods, sur cette race alien utilisée comme esclaves qui finissent par lancer une révolution contre leurs tortionnaires. Et ça se finit sur le patron de cette entreprise qui se fait transformer en un des aliens soumis, et le docteur est dans cette révolution. Vous êtes un activiste. Si être l'ami des Hoods fait de moi un activiste, alors oui. Mais là, le docteur se bat activement pour un système clairement défectueux parce que les gens ont besoin de leur colis. Ouais, les Hoods, le système n'est pas le problème. C'est bien d'être esclave. Le problème, c'est les méchants patrons qui vous lobotomisent. Ouais, ok. Je crois voir le problème dans ma logique. Imagine, tu fais tout un épisode pour sucer Amazon, mais finalement c'est Disney Plus qui achète les droits à l'international, lol. En fait, en général, la moralité du docteur est très douteuse. Que le personnage soit moralement ambigu, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On a des bons moments qui donnent une importance aux compagnons quand le docteur va trop dans le côté obscur. Mais c'est pas juste le docteur qui est moralement discutable là, c'est l'épisode lui-même. Parce que le docteur est montré comme ayant raison dans des moments problématiques. Et il y a d'autres moments comme ça. Dans un épisode où elle est coincée en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale par un maître déguisé en ascue, elle parvient à se sortir de là en permettant les de découvrir que le mec n'est pas qui il prétend être. Mais ce n'est pas assez. Vous avez peut-être remarqué que le maître n'est pas blanc dans les extraits que je suis en train de montrer. Donc pourquoi les ils le n'ont pas remarqué alors qu'ils sont très connus pour être ultra racistes? Eh bien, le maître utilise un filtre de perception qui leur cache sa couleur de peau. Donc le docteur, après avoir révélé que le maître est un imposteur, enlève en plus son filtre à perception. Votre filtre de perception faciale? Très facile à brouiller. Maintenant, ils verront votre vrai visage. Bonne chance. Est-ce que le docteur vient d'être sauvé par le racisme? Le docteur est surtout une collabo qui vient d'aider des nazis là. Aussi, pourquoi elle essaye de faire tuer le maître et... attends une seconde, est-ce qu'elle vient d'utiliser les nazis comme arme contre ses ennemis? On y vient mais ouais, c'est de la merde. Le pire, c'est que aider des nazis et faire sauver le monde par le racisme... bah elle l'a refait en fait. Genre dans l'épisode La Révolution des Daleks, où elle se débarrasse d'une armée de Daleks mutants qui menacent la Terre, en faisant venir des Daleks purs et compter sur leur obsession de la pureté raciale pour exterminer les mutants. Spoiler, les Daleks purs ont remplacé les Daleks impurs, et ça n'a rien aidé au problème. Qu'elle règle trop facilement avec une connerie sortie de son cul. Et je ne parle pas du fait qu'elle a laissé l'allégorie de Donald Trump la trahir alors que tout le monde le voyait venir. Mais pourquoi elle est aussi conne, le docteur, dans cette période? Chibnall a compris le personnage? Je veux dire, pendant que t'y es, montre le docteur donner une arme à une de ses compagnes. Donnez-lui une arme. Quoi? Tenez-le en joue. D'accord. What? Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Créer les fondations de cette société sur un homme qui ne le fera jamais. Donnez-lui une arme. Vous ne pouvez pas à nouveau la laisser vivre. Je ne veux pas que ce soit vous qui la tuiez. Donnez-lui une arme. Non. C'est hors de question, pas d'arme. Donnez-lui une arme. C'est genre 500 Superman qui tuent Zod mélangé à 35 Captain America disant Hi Hydra. Sauf que ça se passe dans le canon principal en plus. C'est non seulement très moralement douteux, mais aussi incohérent avec le personnage du docteur. Donc ouais, je vais dire à l'exact inverse, cette période est pas assez woke pour Doctor Who. Entre autres problèmes. C'est pas le seul malheureusement. Trop de monde dans le TARDIS. La période du 5e Docteur, Peter Davidson, était vue comme compliquée, car autant les gens aimaient beaucoup cette version du Docteur, le fait qu'il soit jeune, son costume, le céleri qu'il a sur la poitrine et tout, autant les soucis d'écriture étaient très visibles. Un de ces soucis était qu'il y avait trop de monde dans le TARDIS. Il avait 3 compagnons à la fois, ce qui posait un problème pour les développer. Mais en vrai, je pense pas que le problème ce soit leur nombre. Christopher Eccleston et Matt Smith avaient aussi des moments où ils avaient 3 compagnons à la fois. Et pourtant, dans la saison 1, Rose, Mickey et Jack étaient suffisamment développés pour que tu
qu'ils les apprécient. Et ils étaient moins constants que les compagnons de Davidson. Je veux dire, ils étaient 3 dans le Tardis, genre quoi, 4 ou 5 épisodes. Et Matt Smith, quand il voyage avec Amy, Rory et River, eh ben on arrive à passer de bons moments avec eux. Pareil quand Madame Vastra, Jenny Flint et Strax se joignent au Docteur et Clara. Leur personnalité est assez prononcée pour que leur union marque et ne semble pas superflue. Mais quand c'est Chibnall qui écrit, il a du mal à donner un sens et une personnalité à ses personnages. Et ça se voyait dans les épisodes qu'il avait écrits avant d'être showrunner de Doctor Who. Des épisodes comme Des dinosaures dans l'espace, titre très rigolo, mais épisode chiant. Parce qu'il fait venir un paquet de personnages pas assez développés. Amy, Rory, le père de Rory, Nefertiti qui est résumé à une folle de cul, et un chasseur. Le Docteur engage un chasseur, quoi. C'est comme si Superman faisait équipe avec un serial killer. Mais quand il a toute une saison pour développer un casting, on pourrait croire qu'il arriverait à leur donner un minimum de personnalité. Je ne sais littéralement rien sur ces personnages. 3 saisons et je sais que dalle. Y a un problème. Non, vraiment, y a des flics, mais même la série l'oublie. Donc du coup, je retiens indienne, femme, amoureuse du Docteur. Ryan est un mec. J'aurais bien dit noir, mais à part dans l'épisode Rosa Parks, ça revient pas trop. Et Graham est vieux. C'est celui qui s'en sort avec le plus de personnalité. Et tout ce que je trouve à dire, c'est vieux. Il fait des dad jokes, il essaye de se la jouer Jones, il est parfois grincheux, il fait des réflexions de vieux, c'est un vieux quoi. Je ferais bien une blague à base de oh il envoie des mèmes qu'il a trouvé sur Facebook de mignons qui sont crucifiés, mais je me souviens tellement pas de lui que c'est possible qu'il l'ait vraiment fait en fait. Ce n'est pas faute d'essayer de les développer, leur donner une histoire et tout, mais même après ça je ne retiens que vieux. Il a perdu sa femme, donc tout ce que Chibnall a pour lui donner de l'émotion c'est foutre mémé dans le frigo. Pareil pour Ryan, hein, on lui donne un trouble de la confrontation, mais c'est vite oublié. Il a un parent absent, mais ça va pas au-delà d'un épisode. Et il a du mal que Graham soit marié avec sa mamie, mais ça renforce encore plus que Graham soit vieux. En 2 saisons, je sais que ça 2. C'est pas normal. Je ferais pas l'affront de comparer aux précédents compagnons du Docteur comme Amy ou même Bill, qui étaient bien plus fun à suivre que ces 3 là réunis. Je veux dire, Kylie Minogue dans l'épisode du Titanic était plus attachante et avait plus de personnalité. Elle est rêveuse, passionnée, elle s'excite pour des trucs qui nous paraissent banals tant sa vie est monotone. Oh, c'est une planète différente. Je marche sur une planète différente. Je marche sur du béton. Il y a des boutiques étrangères, de vraies boutiques étrangères. Regardez, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Et vous sentez? Ça pue! Oh, c'est incroyable! Merci! Du coup, tu comprends pourquoi une personne comme elle voudrait voyager avec le Docteur. Le trio de Chibnall, je ne sais même pas pourquoi ils suivent le Docteur. Les précédents compagnons avaient une envie de profiter de ce qu'offre la vie dans les étoiles, et avaient un arc et une histoire qui étaient explorés. Rose qui voulait voyager dans le temps pour ses intérêts personnels avant de découvrir les responsabilités de ses actions à l'échelle universelle. Martha qui est poussée par son envie d'aider son entourage dû au fait qu'elle est médecin avant de se recentrer sur sa famille. Donna qui voulait donner un sens à sa vie pour finalement devenir la femme la plus importante dans l'univers. Les Pandes qui sont motivés par leur amour qui traverse l'espace-temps. Clara, la fille impossible qui avait un mystère sur sa nature et évolua au point d'être l'égale du Docteur. Bill, l'étudiante qui trouve à travers le Docteur un guide dans une aventure sur la nature de la vie mais surtout de la mort. Même Ruby dans la nouvelle saison avait le mystère sur sa naissance et le Docteur qui s'identifie à l'orpheline qu'elle est. Le trio de Chibnall suivent Dr. Whittaker parce qu'il s'emmerde. Vous croyez que je suis pressé de retourner bosser dans cet entrepôt? Pas question. Et arrête de voyager avec le Docteur quand ils décident qu'ils doivent retourner à leurs responsabilités de la vie quotidienne. Ils n'ont aucun rapport thématique, aucun arc concret. Ils n'ont même pas de rôle actif car le Docteur fait tout elle-même. Et quand elle a besoin d'aide, elle est aidée par le Docteur. Un hologramme du Docteur, un autre Docteur, ou un dédoublement quantique mon cul. Pour vous dire à quel point c'est la merde, Chibnall est obligé d'utiliser la technique Fast and Furious pour donner cette fausse impression qu'il y a une profondeur thématique aux conneries qu'il écrit. À savoir... Famille? La famille? La famille. Remarque, c'est cohérent, elle a autant d'alchimie avec eux que toi avec ton cousin que t'as croisé que durant les mariages des autres cousins que tu connais pas. Elle le dit beaucoup plus régulièrement en VO, mais je suppose que les mecs de la VF ont fait cette remarque, et donc ont décidé de traduire quelquefois le mot par tribu. Ma tribu. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. Ma tribu. Ma tribu. Je veux dire, ouais, ça change, mais ça rend la thématique de la famille encore plus superficielle, du coup, si tu peux littéralement le remplacer par un autre mot. Mais peut-être que le mec qui remplace Ryan et Graham saura compenser avec d'un bien meilleur personnage, et qu'il y aura plus d'espace pour être développé parce qu'il y aura moins de gens dans le Tardis. Dan est le pire compagnon de toute la série moderne. Le pire? Ouais, le pire. Attends. Pire qu'Adam? Wow. Ouais, voilà, tu l'avais oublié celui-là. Non, au contraire, je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais plus de trucs à propos d'Adam qu'à propos de Dan. Waouh. Ouais, tu vois? Et ouais, même Adam était mieux. C'était un petit con que tout le monde déteste,
Mais au moins c'était un petit con. Son scénario de 2 épisodes de suivre le docteur parce qu'il a envie de baiser Rose pour se laisser corrompre par la tentation du monde pourri qu'il découvre et se faire virer après parce que c'est un petit con, et ben ça racontait quelque chose et ça donnait au personnage de la personnalité. Ça avait un but et un truc à raconter. Yaz, Graham, Ryan et Dan n'ont rien à raconter qui nécessite un TARDIS. Yaz se découvre des sentiments pour le docteur, donc c'est Martha Jones light. Ryan et Graham s'acceptent juste comme père et fils et font le deuil de la femme qui les a unis, donc le lot de tout le monde j'ai envie de dire. Et Dan les a suivis parce qu'il avait du temps libre et pas en début de l'avant-dernier épisode parce que c'est trop dangereux de voyager avec le docteur. Tu t'en rends compte que maintenant, mec, il y a 2 épisodes, t'étais coincé dans une boucle temporelle où tu t'es fait tuer une 20aine de fois par un Dalek. Ta toute première aventure avec le docteur, la moitié de l'univers y est passée. Donc ouais, encore une fois, le problème c'était pas leur nombre et encore moins le fait qu'ils seraient devenus woke. Non, le problème c'est qu'ils racontent rien. Crevino a des idées, mais il arrive pas à les mélanger correctement pour faire un tout narrativement cohérent. Aucune aventure ne nécessite ces personnages-là. La plupart du temps, ils sont relégués à cheerleader du docteur et se confondent avec les personnages qu'on croise que dans un épisode, tant ils sont que des bras en plus. Leur donner un côté plus terre à terre aurait pu avoir un sens si ça servait à un propos, genre des histoires fantastiques plus mélangées à un quotidien banal. L'épisode de résolution avec le Dalek cassé était le plus proche à réussir un mélange thématique avec ses personnages, mais l'exploit n'est pas du tout répété après ça. Je vais même dire que les rares fois où Creffinol prend le temps de développer un petit chouïa ses personnages, c'est pour faire n'importe quoi avec. Je peux pas m'attacher à quoi que ce soit. Elle a dit quoi, cette conne? À un endroit. Ou à qui que ce soit. C'est comme ça, j'ai jamais pu. Mon cul! Il y a quelques saisons, tu t'attachais à des nœuds papillons et des fesses! Genre quoi, tu t'es pas attaché à Rose? T'as détruit un soleil juste pour lui dire au revoir, mais sinon tu t'en foutais d'elle? À Amy? T'as pris une retraite pendant des années parce que t'as pas supporté son départ? À Clara? T'as failli détruire l'univers parce que t'acceptais pas qu'elle meure? Je veux dire, bordel de merde, tu t'es marié plusieurs fois! La première gamine qui t'a accompagné dans tes aventures était ta petite fille. T'es resté pendant 24 ans sur une planète avec ta dernière femme, River Song. Le docteur s'attache énormément aux gens. C'est son empathie sans limite qui a fait un personnage aussi touchant. Ah mais en plus tu sors cette merde de je suis une solitaire alors qu'elle se trimballe Yann et ce putain de Dan. La famille. Oh au fait je peux pas m'attacher aux gens, on n'aura qu'une glace avant que je te dégage du TARDIS. Au bout d'un moment c'est pas juste qu'elle trouvait Yaz chiante. Ce discours de merde qui non seulement crache sur le docteur, mais aussi sur ce que Chibnall a essayé d'écrire. Et tout ça pourquoi? Pour justifier pourquoi le docteur et Yaz se font pas des papouilles. Vraiment, quel lâche de merde. Plus queerbaiting que ça, tu meurs, hein. Il n'arrête pas de souffrir depuis 60 ans parce qu'il s'attache à tous ses compagnons et qu'il les a tous perdus. À la limite, t'aurais pu lui faire dire un discours à la David Tennant genre « Oh non, je préfère rester seul, je veux pas risquer la vie d'autres compagnons. » Mais non, faut absolument qu'il reste entouré, comme ça on continue à lui briser ses deux cœurs et à continuer à le faire souffrir. Au lieu de prendre le risque de lui donner des aventures solo pour qu'enfin il arrête de souffrir. Ça va? Non, ça va pas, parce qu'on parle de Creve Chibnall. Ça va jamais quand on parle de lui. Non mais là, je sentais que ça devenait un petit peu réel, là. T'inquiète, c'est juste lui qui sait pas écrire des personnages qui m'énervent. Ok, si tu le dis. Mais hey, vous savez c'est quoi la solution miracle pour faire oublier les gens que vous êtes nuls à chier pour écrire des personnages originaux? Recycler de vieux personnages et compter sur le fait que les fans les kiffent déjà. Exactement, le fanservice. Fanservice par un amnésique. Quand Craig Chibnall est arrivé en showrunner de la série, il avait pris comme résolution de ne pas faire d'ennemis trop familiers. Donc pas de Dalek, pas de Cybermen, pas de Maître, pas de Sontarien, etc. Choix audacieux et pertinent, car l'une des critiques dans les périodes de Matt Smith et Peter Capaldi, c'était qu'il peinait à trouver des trucs pertinents à faire avec des méchants classiques. Je ne suis pas trop d'accord, c'était pas aussi bien que dans la période Tennant ou Whittleston, certes, mais il y avait de l'idée. Mais je comprends qu'on décide de mettre de côté les ennemis classiques, surtout pour une nouvelle période censée accueillir un nouveau public. Le problème c'est qu'à la place, Creve Chibnall, comme toujours, a proposé... rien. On a un mec avec des dents sur la gueule, pas dans la gueule, sur la gueule, pas ouf. Il a même essayé d'en faire le méchant principal de la saison, lol. Ensuite on a... Racistes du futur, des araignées géantes,
Une grenouille. Ouais, le mec a juste tenu une saison comme ça. Il est vite revenu aux ennemis classiques tout de suite après. Il retentera de faire des ennemis originaux dans la saison Flux, mais il n'a fait que confirmer qu'il est vraiment nul à ça, vu que ce sont 2 aliens de Star Trek très méchants et... Masque d'Airsoft à 35,99$, putain la honte! Sortir un truc comme ça alors que même les pires épisodes de Doctor Who l'ont pas osé, la honte! Même l'épisode de Linda avait ça quoi! Du coup on enchaîne un Dalek cassé, un Cyberman cassé, des anges pleureurs dans un épisode décevant, des Sontariens qui ont rendu hommage au maquillage moche de l'ancienne série, et... le maître. Bon, je le précise là aussi, comme Jodie Whittaker, le problème du maître dans cette période-là, ce n'est pas du tout l'acteur. Sacha Dhawan est un excellent acteur. Il fait de son mieux pour rendre le maître fun, machiavélique, inquiétant et détestable comme il faut. Je kiffe sa voix. Donc vraiment, j'ai hâte qu'il fasse du audiobook après ça. Non, c'est encore une fois son écriture que je trouve nul à chier dans cette période. Le maître avant ça était un seigneur du temps devenu fou par une expérience de ses supérieurs. Il était machiavélique et dangereux, mais il avait aussi une nuance due à sa condition dramatique. Et le fait que le docteur le considérait toujours comme son ami. Encore plus quand on voit qu'ils sont tous les deux les derniers seigneurs du temps. Après avoir vaincu le responsable de sa condition dans un sacrifice pour sauver l'existence, on le retrouve sous l'apparence de Missy. Toujours folle, toujours dangereuse et machiavélique, mais motivée par son lien avec le docteur. Ce dernier le considère toujours comme son ami malgré ce qu'elle a fait et l'encourage dans un arc de rédemption. Arc qui est remis en doute par le retour de son ancien lui qui galvanise sa part d'ombre et l'encourage à abandonner la voie du docteur. La dernière fois que le docteur les voit, c'est après qu'il lui ait demandé de l'aide contre les Cybermen. Le maître l'envoie chier et Missy le suit. Vous voyez ce visage? Prenez votre temps pour bien l'observer. C'est le visage de quelqu'un qui n'a pas écouté un mot de ce que vous venez de dire. Mais une fois seule, Missy annonce qu'elle va quand même aider le docteur et devenir une meilleure personne. Le maître, refusant que son futur soit celui d'un allié du docteur, tue la femme qui va devenir, sans possibilité de se régénérer. Il se prend aussi un coup qui provoque sa régénération, laissant suggérer qu'il va devenir Missy tout de suite après. En fait, non. Chibnall profite qu'on ne voyait pas la régénération pour y caser une régénération entre les deux. Et c'est celui joué par Sacha Dhawan. Ok, je me dois de corriger cette partie-là parce que durant le montage, je suis tombé sur une page du wiki TARDIS qui dit que le maître de Sacha Dhawan, officiellement appelé le maître espion, n'est pas une régénération pré-Missy, mais une régénération post-Missy. Parce que dans un audiobook, Missy a pu obtenir une nouvelle régénération grâce à MacGuffin, devenant la lumineuse. Mais une version plus jeune de Missy l'a tuée, et elle est redevenue méchante en devenant le maître espion. Ce qui rend la chose 1000 fois pire. Déjà, le fait que ce ne soit pas expliqué dans la série elle-même et dans un audiobook, fuck you. Je veux dire, des audiobooks sur des histoires à part, c'est cool, mais un truc aussi important, non. C'est pas Star Wars, merde, ça devrait être dans la série de base. C'est pour ça que j'ai cru que c'était une régénération pré-Missy. Avec les infos qu'on avait dans la série, ça avait plus de sens. Mais surtout, ça tue tout l'arc de Missy et du maître. Et ça, je l'explique déjà dans le reste de cette vidéo. Et ce maître est juste un connard. Genre vraiment, je ne comprends pas c'est quoi son problème. Le maître classique avait une volonté de conquérir et un ego démesuré. Le maître moderne et Missy souffrait de folie et avait une relation compliquée avec le docteur. Et ce maître-là est juste un connard résumé à un méchant très méchant. Je veux dire, ouais, c'est ce qu'il était. J'insiste sur était. Mais là, il veut tout casser juste parce qu'il a envie d'emmerder le docteur. Et même le docteur est écrite de façon à ce qu'elle le haïsse du plus profond de son être. Alors qu'avant ça, elle essayait toujours de voir le meilleur en lui et cherchait à l'encourager à revenir du bon côté de la force. Donc tout le développement du personnage est sacrifié pour avoir un méchant ultime. Le maître est concrètement le seul méchant principal de cette période-là. C'est un peu décevant quand on voit que les précédentes périodes proposaient pire comme méchant ultime, quoi. Aussi, après une longue période où le docteur devait subir son syndrome de survivant avec la destruction de sa planète et l'épisode des 50 ans qui lui offre l'opportunité de sauver sa planète même dans l'impossible, mettant ainsi de nouveaux enjeux sur le possible retour des Seigneurs du Temps dans l'univers et tout, le maître les a regénocidés. Comme ça, en champ, juste parce que... ça ne colle pas du tout. Surtout qu'on suggérait que Missy et les Seigneurs du Temps collaborent pour se sortir de leur cage temporelle. Ils narguent le docteur sur un secret dont on parlera plus tard, et permet aux Cybermen d'assimiler les Seigneurs du Temps, leur pouvoir de régénération et leur technologie, créant des Cybermen invincibles. Encore ? C'est la troisième fois que vous faites le coup de le maître contrôle les Cybermen. Un autre plan, ce serait bien pour changer, hein. Oh, cette fois il fait aussi équipe avec les Daleks. Original. Et après ça, on le retrouve dans le rôle de Rasputin. Non, vraiment, Rasputin était le maître depuis le début, c'est canon. Il fait du photobombe dans des tableaux. Oui, c'est très maître comme truc, mais ça a servi à quoi? À attirer le docteur dans un piège? Ah non, attends, c'est pas ça qui a attiré le docteur dans un piège. C'est un Dalek voulant aider le docteur à exterminer son espèce pour sauver l'univers qui a servi de piège. Waouh! Celle-là, on me l'avait jamais fait. Doc, c'est la 5e fois qu'un Dalek te rejoint.
le Dalek est devenu gentil parce que Rose l'a touché, le Dalek mutant qui s'est foutu un humain dans le cul, Dalek Khan, et le Dalek que t'as rendu anti-Dalek en branchant ton cerveau dans le sien. Bah d'ailleurs, au début, je pensais que ça allait être ce Dalek-là, justement. Je veux dire, il y a toujours une petite zone de liberté pour pouvoir faire revenir ce personnage, hein. Mais enfin, les Daleks livre le docteur au maître pour finaliser son plan ultime, la faire régénérer de force en lui. Pourquoi faire ? C'est pas la première fois que le maître essaye de piquer des régénérations au docteur, mais les précédentes fois, c'était parce que le maître était à court de régénération. Il voulait lui piquer ses vies supplémentaires, quoi. Là, bah, vous avez pratiquement des vies limitées maintenant, donc du coup, ça sert à quoi, ça ? Oh, ça sert pour qu'après, il aille détruire des tas de planètes pour mettre tout ça sur le dos du docteur et... cancel le docteur ? Je salirai le nom du docteur. Je vais faire du docteur la personnification de la souffrance, de la peur et de la destruction pour que les malheureux qui entendront ce nom à l'avenir tremblent de terreur. Je ne vous laissez pas diffamer le docteur désormais. L'univers craint déjà le docteur, c'est la seule créature qui peut faire fuir une armée juste en disant « Coucou, je suis là !» Je veux dire, toute la période de Matt Smith avait un fil rouge sur une organisation secrète qui avouait toute son existence à essayer de le tuer pour sauver l'univers. Et puis même, t'aurais le même résultat en la tuant directement et en te déguisant en docteur. T'as déjà maquillé ton Tardis pour qu'il ressemble au sien? Et puis pourquoi ça nécessiterait de se cosplayer en Rasputin? J'ai toujours pas compris ce point, hein. Et je ne parle pas des autres tentatives de fanservice, comme le retour d'anciens compagnons du Docteur, que ce soit Jack qui, finalement, revient un peu pour pas grand chose, à part une aventure pas spéciale, Ace et Tegan, qui sont là juste pour le fanservice, elles n'ont pas d'arc, pas de rôle actif ou thématique. Au mieux, Ace tabasse un Dalek, et les deux ont une retrouvaille avec leurs anciens docteurs en hologramme. Encore une fois, aucun rôle thématique et ça ne sert pas à l'histoire. Si c'était pour un épisode centré sur la difficulté de dire au revoir au docteur, pourquoi pas, mais finalement pas tant que ça, tant le script se concentre que sur l'action et la double invasion de Dalek et Cybermen. C'est un peu comme si cet épisode s'était un petit peu improvisé en épisode anniversaire, parce que la BBC voulait fêter ses 100 ans, alors que les 60 ans de la série, c'était l'année après. Ouais bon, toi, niveau anniversaire, t'es pas non plus... C'était quand, toi, les 10 ans de ton émission? Il y a 5 ans. Voilà. Oh, et j'ai failli oublier, Ace a rejoint Unit. Ace, la punk, a rejoint une agence gouvernementale. Ouais, ça sert à rien le fanservice si c'est pour faire n'importe quoi avec le lore, hein. Oh, tu sais, jouer avec le lore, ça peut passer pour un truc comme Doctor Who, hein. Ah, tu fais partie de ceux qui défendent la birégénération, c'est ça? Bah en fait, oui. Je trouvais que ça collait avec le propos, que c'était une fin satisfaisante. Et dans un univers aussi fou que celui de Doctor Who, je trouve que ça passe crème, hein. Peut-être, mais il y a quand même des trucs sacrés, hein. Non, il y a des idées à potentiel. Ce que Chibnall n'a pas. L'enfant intemporel. Donc l'un des gros rebondissements de cette période de Doctor Who est qu'on découvre les origines secrètes du Docteur, tellement secrètes que même elle l'ignorait. Le Docteur, contrairement à ce qu'on croyait depuis plus de 50 ans, n'est pas une seigneur du temps. On découvre qu'elle est une créature appelée l'enfant intemporel, qui est capable de se régénérer à l'infini, et que les seigneurs du temps ont exploité pour obtenir sa capacité, devenant ainsi cette race d'aliens si puissante. Ce qui fait que non seulement le Docteur n'est pas juste une alien faisant juste partie d'une race spécifique, mais aussi un être unique et surpuissant, et qui a probablement eu plus de régénération qu'on ne le pense, car elle a croisé une ancienne régénération qu'elle ne reconnaissait pas. Ça chamboule pas mal d'acquis, et oui, c'est techniquement un retcon, un changement rétroactif de la continuité. Donc bien sûr, les fans ont craché dessus. Et là, je ne parle pas que des fans de la série actuelle, mais aussi de l'ancienne série. Par contre, les spécialistes qui connaissent très bien les déboires de la série et le chaos de sa production sont genre... Ah, ils ont fini par suivre le plan de Cartmel. Ouais. Contexte. Andrew Cartmel est un scénariste et journaliste britannique qui a travaillé sur bon nombre de séries de la BBC, principalement Doctor Who. Quand il est arrivé, la série avait canonisé les éléments les plus importants de sa mythologie, les seigneurs du temps, les régénérations et tout. Parce que oui, à la base, la série n'avait rien de tout ça. Le Docteur était juste un alien et on savait rien d'autre. Ce qui fait que le Docteur avait cette aura de mystère qu'il a perdu quand la série a continué à développer ses origines. Ce qui embêtait pas mal de fans de Doctor Who, notamment Cartmel, qui avait profité de sa position pour encourager une nouvelle direction pour la série. Suggérait que le Docteur est plus qu'un simple seigneur du temps. La série fut annulée avant que cette idée puisse se concrétiser, mais il avait déjà su mettre en place pas mal d'indices. Des discussions laissant suggérer quelque chose, des choix de mots spécifiques, des scènes inédites, etc. Cartmel s'est vite exprimé sur la révélation de l'enfant intemporel pour bien préciser que ça n'avait rien à voir avec son plan. Lui, il pensait plus à faire du Docteur un gallifréen fondateur, vous voyez? Quelqu'un qui aurait inventé le voyage dans le temps, les seigneurs du temps et le pouvoir de régénération. Et ce, avec l'aide de d'autres connards. On peut même dire que c'est pratiquement l'inverse de l'enfant intemporel en fait. Mais cela dit, voilà, révéler que le Docteur est quelque chose de plus que ce que l'on sait de lui, n'a rien de nouveau et a même déjà été tenté.
Même si Steven Moffat avait laissé suggérer des révélations sur le personnage, notamment avec l'idée de la première question. Et même avant Cartmel, on confirmait que le Docteur avait eu plus de régénération qu'on en a vu. Donc changer les acquis des fans n'a rien de nouveau, et n'a rien d'intrinsèquement mauvais. Certes, j'aime bien que le Docteur soit juste un galafrien parmi tant d'autres, plutôt que l'être le plus important de tout l'univers, mais bon, c'est une direction. Surtout que cette révélation reste cohérent avec d'autres acquis de la série, que les Seigneurs du Temps sont des enflures hypocrites, et que le Docteur est plus important pour l'univers qu'on ne le croit. Non, mon problème avec l'enfant intemporel, c'est... Ils vont faire quoi avec? Le Docteur n'est pas une Seigneur du Temps. Et... Quand les Seigneurs du Temps étaient toujours une constance comme dans la série originale, j'aurais compris, car ça le séparait de ce peuple. Mais vu qu'elle est l'une des dernières Seigneurs du Temps, ça change pas grand chose. Elle est un être unique et éternel qui se révèle être un autre être unique et éternel. Elle a eu des régénérations par le passé qu'on ne connaît pas. Et... Au moins la révélation du Docteur de la Guerre avait un impact concret et servait d'histoire. Mais savoir l'existence du Docteur joué par Joe Martin, ça apporte quoi? D'ailleurs, elle aussi mériterait plus. La pauvre meuf, elle est apparue que dans 3 épisodes. Et même dans ceux-là, sa présence est presque anecdotique. Et comme Chris Chibnall se tire, cette histoire est en suspens. Y a plus qu'à compter sur la gentillesse de Russell T. Davies si on veut voir cette histoire pointer le bout de son nez un jour. Ou bien elle va finir par faire des audiobooks comme les autres Docteurs sous-estimés. Non, et puis c'est complètement con. Les Seigneurs du Temps exploitent cet enfant pour lui voler ses pouvoirs de régénération pour ensuite la laisser à l'air libre, avoir une enfance dans une ferme galafrienne, rejoindre l'Académie des Seigneurs du Temps, et la laisser partir avec un TARDIS pour qu'elle puisse faire des tas de conneries. Il devrait pas plutôt l'enfermer pour l'éternité dans un caisson ou un sarcophage? Un laboratoire secret sous terre, je ne sais pas moi, ça paraît bizarre qu'ils donnent tant de liberté à une créature qu'ils exploitent. Et j'insiste là-dessus, cette révélation aurait pu avoir un bon impact si les Seigneurs du Temps étaient toujours en vie. Mais c'est con, il y a un imbécile qui les a réexterminés quelques épisodes avant cette révélation. Oups! Non, sérieusement, Chibnall, il a exterminé une seconde fois les Seigneurs du Temps dans le même arc où il allait révéler l'enfant intemporel. C'est à croire qu'il fait exprès de rater sa propre histoire. Aussi, ouais, pas mal de fans l'ont relevé, si c'est une génération datant d'avant le premier Docteur, le TARDIS n'est pas censé avoir l'apparence de la cabine bleue. Un TARDIS est censé changer d'apparence selon le lieu où il atterrit, mais celui du Docteur a déconné dès le second épisode de la première série et est bloqué sous cette forme depuis. It's still a police box. Why hasn't it changed? Dear, dear. How very disturbing. C'est comme si cette histoire existe plus pour le twist que pour la cohérence ou l'apport narratif. Même l'impact émotionnel sur le Docteur est superficiel, car le plus gros problème de la série, c'est son écriture trop basée sur ce qui fait avancer le scénario et l'action, mais qui délaisse ses personnages et ne leur laisse jamais de moment où ils respirent, sont eux-mêmes et s'ouvrent émotionnellement. Ils restent fermés à leur entourage et expliquent pourquoi ils sont fermés pour continuer à être perpétuellement ces personnes gênées qui se tolèrent à peine. Ce qui fait que la seule fois où cette histoire apporte quelque chose, c'est quand on donne une motivation à un méchant de merde qui veut tout détruire car le Docteur lui a fait un truc qu'elle a oublié depuis. Quelle implication émotionnelle, dis donc. Au moins, quand le Docteur sait à qui elle a affaire, l'actrice peut jouer une émotion, quoi. Et ouais, Flux, c'était pas ouf comme mini-saison. On a la moitié de l'univers qui s'est fait détruire dans cette histoire, et je n'ai aucune émotion, car on est trop pressé d'aller à l'autre danger, et l'autre rebondissement, et l'autre Deus Ex Machina du Docteur qui règle tout avec un papy cadeau. Et le plus drôle, c'est que quand Russell T. Davies a repris les commandes, il a exploité cette histoire mieux que Chibnall. Le Docteur a clairement d'énormes regrets sur ce qui s'est passé avec le Flux, souvent renvoyé à la gueule par ses adversaires. Les pauvres docteurs, des flux, il a tout anéanti dans l'univers. Et sa nouvelle nature d'orphelin crée une thématique qui le lie facilement à sa nouvelle compagne, Ruby. J'ai été adopté. Ah oui? Oui, je l'ai découvert récemment. Vraiment, on peut résumer tous mes problèmes avec Chris Chibnall à ça. Qu'il change des trucs, ça ne me gêne absolument pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'en profite jamais. Pénurie de folie. Le pire à France, en ce qui me concerne, dans la période de Jodie Whittaker, je devrais plutôt dire la période de Chris Chibnall. C'est un petit peu con de donner cette période à son nom, parce que c'est pas elle le problème. C'est pas le coup de l'enfant intemporel. Ce n'est pas les personnages chiants, ce n'est pas le fait que la série est devenue tellement centriste qu'elle va contredire ses valeurs. Et ce n'est même pas que le Docteur est devenu une femme. Non, non, non. Mon problème, c'est que c'est chiant. Chibnall a apparemment voulu rendre Doctor Who plus réaliste. Bon, ok, peut-être pas réaliste, mais clairement plus terre-à-terre et vraisemblable. Que ce soit son esthétique, qui essaye de donner un côté naturel au TARDIS avec le motif des cristaux, la colorimétrie et lumière qui accentue le noir, les couleurs désaturées, beaucoup de scènes de nuit ou de coucher de soleil, le ciel est rarement bleu, il n'y a rien qui ressort, rien de fun, rien de créatif. L'alien le plus délirant est un homme chien. La rencontre historique la plus délirante, c'est Ada Lovelace.
et elle fait pas grand chose. On l'amène dans la Seconde Guerre mondiale et on profite même pas d'Anna Lovelace contre les quoi. On est très loin de la période où Vincent Van Gogh combattait un poulet géant invisible, hein. C'en est à un point où il y a même pas de merveilleux, ce qui n'arrange pas du tout la question de pourquoi ces cons suivent le docteur. Parce que clairement c'est pas parce qu'ils ont envie de voir les merveilles de l'univers ou vivre de belles aventures, hein. Ils ont plus souffert et risqué de mourir qu'autre chose. Le seul truc merveilleux qu'ils ont vu, c'est un feu d'artifice dans l'espace. Ouais, c'est joli, mais bon... Chibnall refuse de prendre des risques. Le risque de gêner les conservateurs, le risque de proposer des idées ridicules, le risque de paraître enfantin, kitsch ou naïf, le risque d'être trop direct émotionnellement. Ce qui rend la série froide, sans folie et chiante. C'est comme si la série était dominée par la peur. Il y a même des moments où il a peur de pas être assez clair dans ses dialogues, alors il écrit comme si c'était l'audio-description pour les aveugles. Ils sont équipés de canons à eau. Et du gaz lacrymo. La dissuasion acoustique! Même quand il se permet un peu de folie, son maximum c'est le maître qui se cosplay en Rasputin, fait du photon-bombe et danse sur Rasputin. Sauf que ça fait comme un cheveu dans la soupe tant le reste est terre à terre. J'ai rien contre un méchant qui danse sur une chanson pop de Doctor Who, le maître le faisait déjà dans la saison 3, sauf que là c'était énergique, ça servait à illustrer la domination du personnage sur le monde, c'est limite un début de matinée classique pour lui quoi. Quand le Toymaker le fait dans le spécial 60 ans, c'est pour montrer qu'il ne craint pas Unit, pour montrer à quel point il est puissant et que c'est un dieu maléfique qui prend plaisir à tuer des gens. Et le montage, la choré, l'énergie de Neil Patrick Harris rend cette scène fun et mémorable. Même la séquence There's Always a Twist est un final approprié dans un épisode où la musique arrive à bout du mal. Ça envoie chier la cohérence et ouais ça peut être gênant par moment, mais c'est fun, c'est généreux et la joie de ce passage est contagieuse. Parce que c'est ça que je kiffe dans Doctor Who. Elle s'en fout de paraître ridicule tant c'est divertissant. C'est une série où un des monstres les plus célèbres au sein de la communauté est une créature faite de bonbons. Lâche-toi. C'est tout ce que j'attends de Doctor Who. Fais-moi un épisode sur une planète entière coincée dans un embouteillage sans fin. Un épisode sur un vaisseau en forme de Titanic qui se fait attaquer par des anges robots qui utilisent leurs auréoles comme boomerang mortels. Fais-moi rire, fais-moi peur, fais-moi réfléchir, fais-moi pleurer, fais-moi dire « Oh, ok, c'est comme ça que ça marche », mais ne m'ennuie pas. There's no point in being grown up if you can't be childish sometimes. Mais non. Tout est uniforme, tout est dans un seul style, et plus c'est banal, mieux c'est. Même le Tardis et le tournevis Sonic sont chiants, alors que je suis généralement bon public quand on renouvelle ces deux éléments. Et ce, même dans la nouvelle saison. L'un est un décor claustrophobe avec des lampes pierre de sel à 15 € chez Jiffy qui rend la salle sombre, ce qui fait pitié après les décors riches, lumineux, créatifs et plus grands des saisons avant et après. Et l'autre est juste un cristal dans du papier aluminium. Il n'y a même pas de bouton ou d'élément qui fait technologique. J'en viens à regretter les lunettes de soleil Sonic quoi. Au bout d'un moment j'avais plus l'impression de regarder Supernatural que Doctor Who. Supernatural saison 1 parce qu'on est loin des épisodes où il voyage dans des séries télé hein. L'une des raisons pour lesquelles j'ai autant traîné à faire cette vidéo, c'est parce que non seulement j'avais lâché la série, non seulement je n'avais pas la force de voir les épisodes qui me restaient à voir pour faire cette vidéo, mais en plus... j'avais énormément de mal à me souvenir de ce qui s'était passé dans ces épisodes. Je me souviens bien plus de l'épisode avec la gamine qui enferme le monde dans des dessins que de l'épisode où le docteur et ses cheerleaders sont dans un couloir high-tech à essayer de comprendre le scénario. Ouais, cet épisode est considéré comme un des pires de la période David Tennant, mais le pire de cette période est plus captivant que le meilleur de Chibnall. Me faire passer de série préférée de tous les temps à série dont je me fous, c'est très improbable, mais voilà. Fort heureusement, ça n'a pas duré. Au cas où vous l'auriez pas compris, je le confirme ici, j'aime bien la période Ncuti Gatwa. J'ai enfin retrouvé la créativité, folie et l'absence totale de retenue que j'admirais dans cette série. Chaque épisode fut marquant et avait sa propre identité. Même l'épisode avec les bébés qui parlent était rigolo à quel point il était con. Je sais que le final de cette première saison en a déçu certains, et je comprends sur certains points, mais encore une fois, au moins la folie et jusqu'au boutisme de la série était là, et ça me suffisait. Et la déception reste une preuve qu'il faisait un truc bien avant ça. C'est la beauté de Doctor Who et le secret de sa longévité. Elle est tellement changeante que même après sa pire période, il vient un moment où il revient en forme. Bah voilà, ça a fini par sortir. Ouais, j'avoue, là, je pense que je vais faire un bon texte, ouais. Mais ce n'est pas du niveau des cahiers du cinéma, mais... certes. Manque plus qu'à le corriger. D'accord ? Le faire corriger, le faire vérifier par d'autres personnes qui maîtrisent mieux certains sujets. Bah là, j'ai fait venir la secrétaire, Stéphane, Chloé... Tu fais modifier ton texte par d'autres gens ? Ben ouais. Mais
Pourquoi? Parce que je préfère éviter de te dire de la merde au mieux, hein, histoire d'avoir des opinions supplémentaires. Ton opinion suffit largement, tu n'as pas besoin de te faire censurer par d'autres. Corriger n'est pas censuré, et mon opinion n'est pas sacrée, hein, il vaut rien comparé à la vérité. Oh putain, vous faites chier les terriens à toujours privilégier le réel à votre pensée. Ton opinion suffit, tu n'as pas à laisser les autres te dire quoi penser. Tu ne sais pas tout, ça t'arrive de dire des conneries? Et alors? Les gens s'en foutent, ils veulent pas savoir tout, ils veulent juste savoir ton opinion. Mais justement, des gens m'écoutent, je veux pas leur faire croire des conneries. Et t'as jamais regretté la moindre collaboration de ce genre? Hein? Y a pas des moments où tu as dit des conneries parce que tu as cru aveuglément une des personnes avec qui tu collaborais? Et ces gens, ils ont pas eu des problèmes en étant associés à toi? T'as pas l'impression qu'ils ont autre chose à foutre de leur vie? Tu es suffisant, tu n'as pas besoin des autres. C'est pour ça que t'as viré Willy? Qui te l'a dit? Tu me l'as dit à l'instant. Et puis c'est la deuxième fois que tu surréagis à la question du juste solitaire. Ça et ta réaction quand j'ai évoqué son nom, c'était très téléphoné, mais pas surdramatisé. Donc il n'est pas mort. Tu l'as viré. Ouais. Vous vous êtes disputé? Non, c'est pas disputé. J'ai pas laissé le temps. Oh non, me dis pas que tu l'as abandonné sur une planète déserte. Pas déserte, non. L'endroit où j'ai laissé, c'est un carrefour, il a l'embarras du choix s'il veut aller autre part. Et pourquoi tu l'as viré? Je te l'ai dit, ça devenait trop compliqué. Avec toutes les emmerdes que je me tape, je voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai déjà trop perdu. Voyager seul, c'est pas la meilleure solution, l'ami. Les gens que tu as perdus, ils ont choisi de t'aider. Et franchement, vu ce que tu affrontes, tu aurais été stupide de refuser leur aide. Regarde-toi. Stressé, chamboulé, tiens à peine debout. T'as besoin de faire une pause, mec. Je n'ai pas vraiment ce luxe, tu sais. Si je me suis permis de faire un épisode qui traînait trop, tu peux te permettre des vacances. En fait, tu sais quoi? Vu que on fête les 10 ans là, et ben on va faire une vraie fête. Bah tiens, je vais aller voir la secrétaire. Elle contacte tout le monde, donc du coup elle peut faire venir Stéphane, Bernadette, Quentin. Ouais non, reste là, je m'en occupe. Voilà, normalement on devrait pouvoir se la faire cette fête des 10 ans en retard. Stéphane m'a même... Reste pas seul, l'ami. Il y a des gens pour t'aider. Allons-y, allons-y, à l'au bout de la galaxie. Tu n'auras plus jamais peur si tu restes aux côtés du docteur. À bord de mon Tardis, y a pas que des tournevis, jamais plein de copains et même un robot chien. Ils étaient très nombreux à faire tout ce que l'on peut. Vaut mieux être à plusieurs contre les autres.